C'est ça, c'est de penser ton offre pour qu'elle puisse scaler et que ce soit adapté et aussi en interne de, si besoin, se restructurer, en fait se poser les bonnes questions. Est-ce que opérationnellement, je suis capable d'absorber cette croissance-là? J'arrive dans des business où c'est pas parfait, mais il y a quand même 2-3 choses qui sont mises en place pour le client. Par contre, pour l'entrepreneur derrière, c'est le chaos complet. Te prennent aussi pour ça, pour que tu leur ouvres le regard, parce que nous, on n'est pas dans leur business, on est débiaisés. C'est-à-dire que si je performe pas au sport, j'ai pas de valeur. C'est pas quand je me dis « Ah, ça pique, j'arrête ». Non, c'est en fait quand je peux plus, j'arrête. Et c'est là où je vais progresser. Bonjour à toi et bienvenue sur ce deuxième épisode de l'Hashtag Rap. Aujourd'hui, je suis avec Mélodie, qui est experte en stratégie et expérience client. Et on va pouvoir parler de notre vision d'entrepreneuriat, de notre gestion de l'énergie, du sport et bien sûr forcément de croissance et d'expérientiel. Parce que, comme tu le sais peut-être, ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs, les dirigeants à scaler, à avoir une croissance saine et durable. Et donc, sans plus tarder, je vais demander à Mélodie de se présenter. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et ton expertise? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis Mélodie. J'ai créé mon entreprise maintenant il y a presque 4 ans, en janvier 2022, après 10 ans de salariat, du coup, où j'en ai eu un petit peu marre et je me suis... Voilà, comme beaucoup peut-être. Mais voilà, moi, j'ai mis un petit peu de temps. Il m'a fallu quand même 4 ans pour prendre la décision de sauter le pas et donc créer mon entreprise. Et quand je me suis lancée, finalement, j'étais pas encore très sûre de ce que je souhaitais faire. Et puis, c'est venu à moi comme une évidence par rapport aux 10 années de salariat que j'avais eu avant, de me lancer dans l'expérience client. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, même moi, en tant que consommatrice, de la frustration que je pouvais avoir dans certains établissements quand voilà, on n'a pas la qualité d'expérience qu'on attend, surtout sur certains établissements qui sont assez haut de gamme, premium ou autres. Donc, il y avait déjà cette frustration-là en tant que cliente. Et puis, la frustration aussi de voir certains business qui ont des potentiels de ouf et qui, finalement, ne tirent que peut-être 50-60% des résultats qu'ils pourraient avoir parce que l'expérience client, elle n'est pas là. Et moi, ça me mettait un petit peu hors de moi et ça me frustrait beaucoup. Et ça a toujours été une force pour moi dans mes expériences de salarié auparavant. Donc, ça a été un petit peu très naturellement que je me suis dirigée vers l'expérience client. Et c'est donc vraiment le cœur de l'entreprise maintenant. Et c'est là-dessus que j'accompagne tous mes clients depuis 4 ans. Trop bien. Du coup, c'est vraiment cette frustration que tu as eue en tant que salarié qui a été ton drive et ton moteur finalement pour te lancer, quoi. Oui, parce qu'en fait, moi, vraiment, pendant 4 ans, je savais que je voulais monter ma boîte, que je voulais avoir mon business et que ça allait marcher, tu vois. Genre, pendant 4 ans, c'était dans ta tête. je savais, c'était déjà dans ma tête, mais pour moi, j'avais aucune compétence à commercialiser, tu vois. Je voyais pas du tout ce que je pouvais vendre à d'autres personnes. Puis bon, un jour, sur un coup de tête, j'ai un peu pété un plomb dans ma journée de travail et je me suis retrouvée en pleurs devant ma chef, alors que, voilà, vraiment, j'adorais ce que je faisais. Mes patrons étaient géniaux. Je peux pas dire « Oh là là, mes patrons, ils m'ont exploité et tout ». Pas du tout. Mais c'est juste que j'en pouvais plus. Et en fait, je lui ai dit « Je peux plus, j'arrête, c'est terminé, quoi. » C'est genre... Ciao. Bon, vu que j'ai quand même une conscience professionnelle, je terminais la saison parce que j'étais dans un établissement qui était très saisonnier. Mais du coup, voilà, je me suis retrouvée en juin 2021 en sachant qu'en octobre, ce serait terminé, mais sans aucune idée de ce que je voulais faire. Et puis en fait, quand je me suis repenchée sur qu'est-ce qui a été ma force dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé avant, que ce soit une épicerie de plage, un Spar, un 8-8 quand j'étais étudiante, ou chez Dior à Shanghai ou à Paris, ça a toujours été finalement la sensibilité face à l'expérience client, la relation client, toutes ces choses-là. Et de la même manière sur le côté frustration, où je voyais mes collègues, tu vois, ou parfois même chez Dior, où tu te dis c'est quand même normalement le top du top, et voir des erreurs de base dans la relation que tu as avec tes clients, ou quand tu dois gérer un client qui est mécontent. Je me disais, mais c'est pas possible en fait de gérer le truc de cette manière-là. Pour moi, c'était une évidence de le faire autrement et de le faire mieux. Et donc forcément, quand je me suis retrouvée à démissionner et avec toutes ces petites frustrations que j'avais avant, je me suis dit, bon, y a un truc à faire là-dedans. Et c'est ça qui m'a poussée en fait à me lancer sur ce domaine-là, quoi. En vrai, il y a pas mal d'entrepreneurs, j'ai l'impression, qui se lancent justement, ça vient souvent d'une frustration ou d'un manquement
qu'ils ont vu dans d'autres boîtes, dans d'autres C'est ça. expériences avant sur le marché, et ils se disent, OK, il y a ce problème-là que j'ai envie de résoudre, j'ai mis le doigt dessus, et là, j'ai envie de le faire à ma manière. C'est ça. Et du coup, ils préfèrent se lancer à leur compte et faire ce qu'ils font de mieux, Oui, quoi. c'est ça. Donc, Et puis au moins, tu as vraiment un truc qui te drive et qui te ouais. motive. Parce que si tu te lances en disant, bon, comme ça, je vais travailler moins, puis je vais me faire plein d'argent depuis mon canapé avec mon ordinateur, bon, Forcément. voilà, ça Ouais. part mal, quoi. Il y a peu de chances que ça Ouais. aboutisse quand même. Donc, si derrière, t'as pas quelque chose vraiment qui te drive, je pense que c'est quand même compliqué. Et c'est vrai que souvent, pareil, avec les discussions que j'ai eues avec plein d'autres entrepreneurs, ça part quand même d'une certaine frustration et un truc qu'on a envie de combattre, tu vois. Alors oui, on va pas révolutionner le monde. Faut choisir tu ses vois, batailles. c'est ça, Ouais. je sauve pas la planète avec ce que je fais, mais pour moi, c'est ma bataille et c'est un truc qui me tient à cœur. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de se donner et de faire croître notre entreprise aussi, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, je parlais aussi du fait de faire les choses à son image. Toi, je sais, et c'est ce qui m'avait marqué quand on s'était rencontrés, que c'était vraiment quelque chose, tu mettais un point d'honneur à faire, tu vois, ton business, à construire ton entreprise autour de toi, aligné à toi-même, ta personnalité et voilà, tes valeurs. Ouais. Et malheureusement, il y a plein, je trouve, d'entrepreneurs, même de dirigeants qui sont un peu influencés par ce qui se fait, tu vois, sur le marché, qui sont, qui ont des modèles et des guidelines déjà, tu vois, toutes tracées. Ouais. Toi, du coup, c'est quoi ta vision par rapport à ça et comment tu as réussi, du coup, à le faire à ton image, quoi? Déjà, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui ont tendance à vouloir un petit peu recopier ce qui a marché chez d'autres qui sont sur le même marché et ça paraît logique. On se dit, bon, ça a fonctionné pour cette personne, donc pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi? Moi, il y a 2 choses. La première chose, c'est que je parle beaucoup expérience client, c'est sûr, Bien c'est sûr. mon business, mais finalement, c'est au-delà de l'expérience client. Pour moi, c'est vraiment une expérience entrepreneuriale à 360 parce que moi, quand je travaille l'expérience avec mes clients, on va travailler l'expérience prospect, l'expérience client, mais aussi l'expérience entrepreneur et collaborateur. Parce que pour moi, le client, il n'est pas roi et je ne suis pas là pour me couper en 4 pour le client. Si derrière, pour moi, c'est pas plaisant et en fait, je subis l'expérience que je fais vivre à mon client. Donc lui, il vit un truc extraordinaire, mais si derrière, pour moi, je suis à bout de Ça souffle et c'est corresponde aux pas deux, du quoi. tout agréable, ça sert à rien et en plus je vais pas réussir à le tenir sur le long terme. Donc pour moi c'est essentiel, tu vois, c'est un peu comme quand tu es dans l'avion, on te dit s'il y a un problème, tu mets d'abord ton masque à oxygène et après tu le mets à tes gosses, tu vois. C'est un peu pareil, d'abord créer une expérience qui est agréable pour toi et ça te permettra en fait sur le long terme d'offrir une expérience qui est géniale pour tes clients. Donc pour moi c'était vraiment important de construire quelque chose qui me convenait à moi. Alors oui, c'est un peu égoïste, mais d'un autre côté, c'est aussi pour moi le meilleur moyen de pouvoir donner le meilleur à mes clients. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui pour moi est essentiel et c'est quelque chose que j'essaye de partager et d'implémenter chez mes clients le plus possible. Et ensuite, un autre aspect qui m'a vraiment forcé à être 100% moi-même et du coup parfois un peu peut-être dérangeante pour certains, c'est que quand je me suis lancée, j'y connaissais rien, moi, aux entrepreneurs d'Instagram. Je savais même pas ce que c'était un infopreneur. Enfin, tu vois, vraiment... je savais même pas que le métier que je voulais exercer, c'était un métier qui existait. Donc, je suis vraiment arrivée comme une fleur, là, comme ça, tu vois. En mode En mode touriste. touriste. J'ai commencé à parler de ça. Puis, en parlant, j'ai découvert que c'était un vrai métier. Je me suis dit, c'est génial, tu vois. Donc j'y connaissais, Ça tombe bien, c'est ça ce que j'ai tombe envie de bien, faire. je me trompe pas complètement. Mais du coup, pour moi, j'avais une peur bleue du truc. Je me disais, oh là là, Instagram, je vais jamais y arriver. Moi, j'aime pas, puis j'ai pas envie de faire l'influenceuse derrière mon téléphone, ça va me saouler et tout et tout. Donc je me suis dit, bon, néanmoins, il faut quand même être visible parce que si personne sait que t'es là, t'auras pas de clients. Mais il faut que j'arrive à le faire sur le long terme et que ça me plaise. Donc on en revient à tu vois, un petit peu à ce noyau dur de, il faut que ce soit agréable pour l'entrepreneur aussi. Et je me suis dit, si je dois commencer en fait à jouer un rôle à chaque fois que je vais devoir communiquer, que je vais prendre mon téléphone, que je vais faire une story ou quoi, forcément je vais peut-être le faire 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais après, au bout d'un moment, ça va me saouler, je vais pas réussir à le tenir. Ouais. Donc, j'ai pris 3 engagements quand je me suis lancée. Je me suis dit, je mettrai jamais aucun filtre sur ma tête quand je fais des stories, quand je fais des posts. Voilà, rien du tout, parce que j'ai envie d'être moi à 100%. Et je veux pas avoir quelque chose
qui va m'empêcher de communiquer. Tu vois, si là, j'ai envie, je sais pas, je vis un truc, j'ai un déclic, et j'ai envie de le partager à mon audience, mais que c'est le matin, je suis pas encore hyper réveillée, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, j'ai pas envie de me dire « Ah bon, je le ferai plus tard, quand je serai tout apprêtée, machin, parce que potentiellement, après, l'énergie, elle est passée, j'aurais plus envie, j'aurais oublié. Donc, je voulais pas avoir de frein, donc je me suis dit « Bon, ils me verront sans filtre, sans maquillage, dès le début, et quand je serai bien coiffée, bien maquillée, ce sera un bonus, tu vois. » Donc ça, c'était vraiment aussi pour moi hyper important, et pareil dans ma manière de parler, surtout que j'ai passé 10 ans dans le luxe, donc 10 ans à être très posée, à pas dire un seul gros mot, à faire très attention, à être toujours Avec bien beaucoup de pomponnée, tact, coiffée, machin, Et du coup, je me suis dit, là, voilà, j'ai envie d'être très proche de mes clientes. Moi, c'est aussi un parti pris de pas avoir, tu vois, une posture hyper froide ou en tout cas distante avec mes clientes et clients. Voilà, mais majorité de femmes, mais avec mes clients aussi. Ça m'empêche pas, bien sûr, de m'adapter, mais c'est vrai que j'ai pas souhaité repartir dans un positionnement très haut de gamme ou alors un positionnement où il faut être hyper lisse et posé avec son client. Voilà, avec une posture plutôt froide et distante. Donc, je parle avec les mains, je parle vite, je dis des gros mots, j'ai des expressions pourries, je suis très, très cash. J'ai pas envie de faire perdre du temps à mes clients non plus. Donc, voilà, j'aime pas quand on tourne autour du pot ou s'il y a des excuses, des bullshit, des choses comme ça. Voilà, je coupe court. Ça, c'est vraiment un parti pris pour moi, quoi. Ouais. Je pense que sur ça, je te rejoins totalement sur la partie, tu vois, je trouvais que moi, avant, j'avais un défaut et finalement, je trouve que c'est plutôt une force dans le business. C'est ça, en fait, c'est de pas faire preuve forcément de tact tout le temps ou de le dire, en fait, les choses telles quelles, sans forcément mettre des filtres hyper, tu vois, avec plusieurs couches de miel, etc. C'est ça. Donc, mais tu vois, finalement, quand j'accompagne des gens, les personnes que j'accompagne, ce que tu disais, c'est qu'ils n'ont pas envie de perdre de temps. Ils te prennent aussi pour ça, pour que tu leur dises, pour que tu leur ouvres le regard, parce que nous, on n'est pas dans leur business, on est débiaisés. Et du coup, c'est ce qu'ils viennent chercher aussi. Finalement, d'avoir en fait ce regard extérieur, ces vérités extérieures sont voilà, les questions aussi, parce que je sais pas si c'était comme ça tu me parlais de proximité, dans la manière, tu vois, d'être un peu curieuse, de poser plein de questions. Ah bah oui, tu c'est vois, essentiel. Avant, les gens ils disaient, mais t'es chiante à poser autant de questions, là. Mais finalement, c'est une force aujourd'hui, parce que je suis là, je décortique, tu vois, j'essaye de comprendre le pourquoi du comment, et du coup, la force des questions plus le fait de bousculer un peu les gens que t'accompagnes, finalement, ça se marie bien, je trouve, et je te rejoins du coup totalement sur ce que tu disais par rapport à ce trait de personnalité-là. Quoi. Je pense que c'est... Alors après, ça conviendra pas à tout le monde. Et bien forcément... Il faut s'adapter aussi à qui t'as en face de toi. Après, oui, je m'adapte quand même. Un peu à la marge quand même. Un petit peu, il y a une petite marge. Mais après, je pars aussi du principe que j'ai envie d'attirer des personnes qui sont prêtes à encaisser. Ça. Tu vois, exactement. En fait, moi, je me dis, si maintenant, je vois que j'ai 2-3 clients d'affilée où ils sont hypersensibles, très susceptibles, où je vois que quand je dis quelque chose, ils se referment, etc., c'est qu'il y a eu un souci dans ma communication et que j'ai pas attiré les bonnes personnes. Parce que moi, j'ai des clientes qui viennent me voir, qui me disent « Bon, Mélodie, je sais, j'ai besoin que tu me rentres dedans, vas-y, let's go, je suis prête, ça va piquer, mais c'est pas grave, tu vois. » Et si je vois que j'ai des clientes qui sont un tout petit peu plus sensibles, quand même, je fais un petit disclaimer, je vais les prévenir, je vais dire « Bon, il y a des choses que je vais dire d'une certaine manière, peut-être que ça va te piquer. » Alors, c'est pas parce que je manque de respect, c'est pas parce que je suis méchante, mais c'est juste que on a tous, et moi aussi, des fois on a tous des petites excuses qui sont là pour nous réconforter et on fait un peu notre victime et parce que voilà, il y a des moments ça nous aide où on aime bien se cacher derrière ça. Moi, si tu viens me chercher et que tu payes une certaine somme, je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil et que quand tu repartes, tu sois tout comme fille mais que t'aies pas de résultat. Donc le but c'est vraiment d'aller appuyer là où ça fait mal pour qu'on puisse très rapidement résoudre le problème. Et comme toi en fait, je pose beaucoup de questions et moi à mes clientes je leur dis en fait, j'ai pas besoin que tu me racontes tout ce qui s'est passé dans ta vie ou dans la vie de ton business ou de ton offre, etc. Dis-moi le strict minimum. Et moi, je te poserai les questions dont j'ai besoin pour aller creuser là où il faut et pour qu'on puisse identifier ce qui va pas et du coup trouver les solutions qui sont adaptées en fonction de toi
et de ton business. Mais oui, je pense que c'est aussi très bien finalement d'assumer à 100% parce que ça te permet d'attirer des clients qui te correspondent, Ouais. avec qui ça va bien se passer, et donc forcément des clients à qui tu vas pouvoir mieux délivrer et apporter plus de résultats. Parce que si tu as des Carrément. clients derrière qui sont pas réceptifs, ou toi, t'oses pas faire à ta manière, donc forcément, t'es pas au top de ce que tu peux Mmh. donner, les résultats derrière, ils seront biaisés aussi. Donc pour moi, c'est vraiment gagnant-gagnant, et c'est pour ça que c'est hyper important d'être comme tu as envie d'être, tu Ouais, vois, c'est et ça. comme voilà, ce qui est le plus sain pour toi, parce que c'est ce qui va te Mmh. permettre d'attirer les meilleurs clients et donner les meilleurs résultats, quoi, tout Ouais. simplement. Et du coup, pour construire un business, aligné avec toi, quels sont les choix que tu as pu faire? Bon, là, tu as déjà un peu expliqué, mais pour peut-être ceux qui nous écoutent, comprennent un peu, jusqu'où, tu vois? Parce qu'il y a, je pense, pas mal de personnes qui se limitent ou qu'osent pas Ouais. forcément penser que c'est possible de faire son business, vraiment de se construire son business comme une extension de soi-même. Ouais. Et donc quels sont peut-être les choix que tu as faits, et aussi, à contrario, les sacrifices ou les décisions un Mmh. peu à contre-courant que tu as osé prendre, tu vois? Alors moi, je vais dire, ça va être beaucoup autour de l'organisation, je pense, moi, ce qui OK. a beaucoup joué, chez moi, et de la manière dont je traite mes clients. Donc quand je dis: «Je traite», c'est pas, genre, je les maltraite, mais Doucement. voilà, quelles sont les interactions que j'ai avec mes Bien clients? Parce sûr. que je disais, moi, j'ai envie d'avoir, des interactions, de proximité. Il y a eu une période où j'avais plus de 1 500-2 000 clients, À que je gérer, ouais. devais gérer, en même temps, et où mon rôle était, par exemple, de les chouchouter, d'être Mmh. disponible, quasiment, H24, pour ces personnes-là. Et pour autant, moi, j'avais besoin quand même de mon espace, et donc pour moi, c'est très important que ce soit moi qui soit en contrôle. Donc j'ai un cadre qui est toujours très, très ferme avec mes clients, et en fait, c'est cette fermeté-là qui me permet d'apporter un maximum de proximité. Donc je sais que dit comme ça, on se dit: «Bon, ça fait pas trop sens», mais en fait, c'est que c'est moi qui choisis le temps que j'accorde à mes clients, et Mmh. quand est-ce que je leur accorde ce temps. C'est pas la notification qui m'impose de répondre à tel moment, c'est moi qui choisis, mais ça me permet, dans ce moment-là que je choisis d'accorder à mes clients, d'être 100% dévouée à mes clients avec, aucune autre, distraction ou autre. C'est 100% pour mon client, et ça va peut-être me prendre X temps dans ma Ouais, journée, mais voilà, tu le et tout l sais, je le tu as sais, et je anticipé et suis ça te 100 frustre pour et pas je du coup. suis cent Mmh. pour cent dispo. Et ça me permet en fait, déjà de pouvoir, vivre, sereinement, à côté, tu vois? Parce Ouais, que sinon, je passe ma journée à répondre à des messages sur mon téléphone, c'est ça. et il y a rien d'autre, qui avance. Donc moi, vraiment, mon téléphone, il est en ne pas déranger, H24, 7 jours sur 7. J'ai même pas les petites pastilles rouges sur mes applications, il y a rien du tout. Il y a que s'il y a ma mère, mon chéri, ma sœur, mon père qui m'appellent, où là, ça sonne. Sinon, il peut se passer n'importe quoi dans le monde entier, je ne suis pas au courant, Ouais. tu vois? C'est vraiment, je pars du principe que moi, le service que je donne à mes clients, c'est pas un service qui est vital. Donc, tout le monde aura toujours une réponse sous 24 heures, même plusieurs réponses, parce qu'en règle générale, moi, je réponds, j'ai un créneau le matin, un créneau, on va dire, en début d'après-midi, un créneau en fin de journée. Donc, il y a quand même beaucoup de proximité et de réponses, mais c'est moi qui choisis. Ouais. Donc ça, c'était vraiment Mmh. hyper important pour moi d'avoir ce cadre-là, et sur un canal bien défini. Ouais, C'est-à-dire OK. que mes clients, si je leur dis, vous m'écrivez sur WhatsApp, par exemple, si tu m'écris sur Insta, ou si tu m'écris, un SMS, parce que finalement mon numéro WhatsApp, c'est toujours mon numéro perso. Donc si tu m'envoies un SMS, je vais pas répondre à ta question. Je vais te dire: pose-moi ta question sur WhatsApp, à ce moment-là, je te répondrai». Mmh. Parce que sinon après, c'est en fait, moi je pars du principe aussi que nos clients, c'est un peu comme des enfants de 3-4 ans, tu vois? Si tu leur donnes du Plus tu coca, leur donnes, une oui, fois c'est à ça. table, et Mmh mh. que le soir tu leur dis: «Ah ben non, là ce soir tu pas de coca», ils vont pas comprendre, tu vois? Donc Mmh mh, mmh. si je réponds une fois, par SMS, la personne elle va se dire: «Oh bon, la prochaine fois ça va, c'est pas grave si j'envoie un SMS, ça va passer». Sauf que, moi, peut-être que mes SMS, je les, consulte pas aussi souvent que mes WhatsApp. Donc finalement, si elle m'écrit pas sur WhatsApp, je vais peut-être louper son message, ou mettre 6 heures à répondre au lieu d'en mettre 3. Donc c'est aussi un désavantage pour, cette personne-là, tu vois? Bien Pour sûr. moi, c'est vraiment toujours, 50-50. Donc il y a ça. Hem, je fais quasiment pas d'appels découvertes. J'ai décidé de pas en faire, ou très, très peu. Mmh mh. Et ça, je sais que souvent on me dit: «Oh là là, mais comment tu fais?» Parce que j'ai des offres qui sont assez onéreuses quand même, tu vois? Et tout le monde me dit: «Ah mais quand ça dépasse 1 000 €, il faut faire un appel découverte». Bon, moi, des fois, je vends à 4-5-6-7 000 € sans faire d'appel découverte. Mais par contre, je veux dire à la personne potentiellement,
passe sur WhatsApp, on se fait quelques audios comme ça. Et si vraiment il y a un besoin d'appel découverte, bien sûr que je le fais, mais c'est vraiment en dernier recours, parce que moi, avoir des petits appels comme ça de une demi-heure éparpillés partout, ou choisir une journée ou une demi-journée où j'ai 5 appels d'affilée, c'est pas possible, tu vois. Donc ça, c'est un deuxième truc où je me suis dit, moi, ça me correspond pas du tout. Un autre point pour moi, et on y reviendra sûrement un petit peu plus tard, pour moi, c'était mes indispensables perso. Ouais. Ils sont dans mon agenda ad vitam aeternam, tu vois, jusqu'à... Là, tu peux regarder, je pense qu'en 2030, c'est dans ils y sont déjà dans mon agenda. Et donc, tu les respectes. Et je les respecte parce tout le temps. Ah oui. Ouais. Après, moi, je suis... qui les mettent mais qui les respectent pas. Ouais, alors après, j'ai la chance d'être disciplinée de base, tu vois. Je suis un petit robot, je suis un bon petit soldat. Donc, j'ai cette chance-là. Mais du coup, oui, tu vois, mon heure le matin tranquille où je prends mon petit déjeuner, je fais ma lecture, je fais mes trucs, ça. Voilà, s'il y a quelqu'un qui me dit, on fait un call à 8h30 ou à 9h, c'est hors de question, tu vois, c'est non. Voilà, tout simplement. Et mes heures de sport ou de balade avec le chien, voilà, les choses comme ça, c'est vraiment des choses qui sont bloquées dans ma semaine et que je bougerai pour rien au monde. J'ai déjà refusé plein de rendez-vous clients, d'ateliers, de masterclass, de choses à ces heures-là, parce que c'est mes heures à moi. Et on n'empiète pas dessus, tu vois. Non, mais c'est ce que tu disais, ça paraît contre-intuitif parce que tu te dis, mais si je refuse des choses, que je pose que je dis non, eh bien, en fait, ça dégrade l'expérience de mes clients derrière. Mais en fait, non, ça leur rend service parce que tu poses tes limites. Du coup, ils te respectent pour ça. C'est ça. Et ensuite, comme tu dis, quand vous avez, j'allais dire quality time, mais c'est ça, quand vous avez votre moment à vous, vraiment, t'es focus à 2000% et tu leur donnes tout. Et du coup, ils savent que entre 15 et 16, c'est bon, ils peuvent te solliciter à fond et que le reste du temps, ils auront réponse le lendemain, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que c'est dur de le faire comprendre à nos clients, je trouve, parce que encore une fois, ils ont peur que du coup, tu vois, il y a plus ce lien privilégié avec leurs clients, mais c'est dur aussi de se l'appliquer. Mais une fois qu'on a compris qu'on a fait ce changement de cap, vraiment, pour moi, ça change tout. Et je te rejoins totalement. Je vais rebondir sur le fait de... je pense que tu seras d'accord, on ne s'est pas lancé, tu vois, pour se sentir surmené, ne pas pouvoir avoir notre vie à côté perso et tout. Alors, bien sûr, il y aura toujours des périodes de rush. Oui, non, mais il y a toujours des moments de rush, hein. Ça, on peut pas y échapper. Tu vois, quand tu es en croissance, tu as des paliers, donc forcément, on ne va pas se mentir, comme tu disais au début de l'épisode, on va pas... Tu vas pas passer de 35 heures semaine à en faire 15. Exactement. Tu vas passer de 35 à 75. Voilà. Mais ouais, ça... Et moi, tu vois, un autre indispensable que j'avais, c'était vraiment de pouvoir avoir ma liberté géographique et de pouvoir bouger, de voyager. Et ça, c'est un peu... parfois, tu vois, je sens un peu pas qu'on me juge sur ça, mais tu vois, les gens qu'on rencontre, ils voyagent, mais ils bougent pas tous les 4, 5, 6 jours, tu vois. Oui, c'est sûr. Bon, après, c'est sûr que ça peut être épuisant et ça me rajoute de la charge mentale. Mais en vrai, chacun son fonctionnement et tant que ça nous correspond... C'est ça, c'est à toi de voir ce qui est bon pour toi. Moi, j'ai une personne de mon équipe qui s'était dit, je pars pendant 1 an, je vais être digital nomade parce que son entreprise lui permet de le faire. Elle a fait ça 3 mois, elle s'est dit, oulala, c'est pas du tout pour moi, quoi. Tu vois, la charge mentale, arriver dans un endroit, il n'y a pas de wifi, ça marche pas, il y a ci, il y a ça, les problèmes. Je pourrais raconter des galères. Non, mais j'imagine. Et moi, qui adore voyager, jamais de la vie, je me suis dit, je vais être digital nomade ou je veux voyager partout. Par contre, bien sûr que c'est un luxe de pouvoir me dire, là, on part, je peux quand même travailler, même si je dois faire un déplacement. Dernièrement, moi, j'ai ma maman qui a eu un problème de santé, j'ai dû l'emmener en urgence à Marseille et passer une semaine avec elle à Marseille. Pas de problème. Elle n'a pas besoin d'y aller toute seule. Je suis là, je travaille. Moi, je travaille de n'importe où, que ce soit d'une chambre d'hôpital, un Airbnb ou de mon bureau. On est adaptable. Tu vois, on s'adapte. Et puis, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande chance. Pour moi, pouvoir faire une pause dans la journée et puis aller passer une demi-heure avec mon petit-neveu qui habite à côté de chez moi parce que je suis à la maison, c'est génial. Alors après, ça, c'est quelque chose quand même qui se démocratise un peu plus maintenant qu'il y a le télétravail qui est de plus en plus aussi intégré même dans les postes salariés. Mais c'est vrai que c'est à nous, en fait, de voir comment est-ce qu'on adapte notre business à ce qui est bon pour nous. Moi, si je dois revenir par exemple sur comment je gère mes collaborations, un autre exemple, c'est que je fais beaucoup d'asynchrone.
Ouais. Moi, si tu m'appelles, si tu m'envoies un message sur WhatsApp pour me dire on peut se faire un call 15 minutes pour faire un point sur ça, c'est hors de question. Il me sort des plaques. Là, je commence à me gratter, j'ai de l'urticaire, ça me fout une angoisse, pas possible, tu vois. Ouais. Et non, pourquoi est-ce que je vais faire un call de 15 minutes? Fais-moi un audio de 2 minutes, je suis sûre que c'est réglé. En fait, c'est que souvent, on passe du temps qui est pas nécessaire, ouais. tu vois. Et encore une fois, moi, c'est mon truc, j'ai pas envie de me prendre la tête avec du bullshit et du blabla pour rien. Donc, fais-moi un audio. Si on n'arrive pas à résoudre le problème en 2-3 échanges audio, ok, on se calera un call, mais sinon, non, laisse-moi tranquille, tu vois. Seule personne auquel je réponds, c'est les livreurs quand ils doivent venir me déposer un truc à la maison. Commandes, ouais. Sinon, et encore, voilà. Sinon, non, tu m'appelles pas. Donc, moi, je fais beaucoup d'asynchrone et j'aurais du mal à créer une offre où je dois, de manière répétitive, tu vois, par exemple, toutes les semaines, avoir un live à telle heure ou quelque chose comme ça. Ça m'angoisse, en fait. Je me sens enfermée. Donc, j'ai besoin de faire un maximum d'asynchrone. Je préfère, par exemple, dans certaines offres, j'ai des clientes qui vont m'envoyer ce qu'elles ont fait. Et je vais leur faire un retour avec Loom, je vais leur faire une analyse complète. Et puis peut-être que je vais mettre une demi-heure à le faire. Hein. Et donc c'est encore plus long qu'un petit call de 15 minutes. Mais si j'ai envie de le faire à 1h du matin ou à 6h du matin, je le fais quand je veux. Donc ça, pour moi, ça fait partie aussi de la manière dont on peut construire son business. Et c'est rigolo parce que ce matin, je discutais avec une personne qui veut se reconvertir dans l'expérience client et qui me disait « Ah là là, mais moi... par exemple, j'ai pas du tout envie de traiter les SAV, répondre tout le temps aux clients de mes clients, etc. » Et en fait, je dis, c'est la beauté de la chose, c'est que si t'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas, tu le proposes pas dans ton offre et tu proposes ton offre différemment, en fait. Moi, par exemple, ma hantise, quand je me suis lancée, c'était de gérer les boîtes mail de mes clientes. Ce que font beaucoup de Customer Care Managers, parce que tu gères un peu les SAV, les choses comme ça. Et moi, ça a toujours été hors de question. Ça, je le fais pas. Je t'aide à gérer la crise, je te fais pourquoi pas des templates d'email, je te donne des réponses, etc. Mais c'est pas moi qui vais gérer ta boîte mail. Donc, c'est vraiment de savoir ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie. Bien sûr, tu le peaufines au fur et à mesure que tu testes les choses. Il y a des choses que j'ai fait ma première année d'entrepreneuriat que je referai pas du tout, parce que ça m'a pas plu du tout. Mais c'est vraiment important de s'adapter, en fait, juste pour rester dans la zone dans laquelle tu performes le mieux. Ouais, je suis totalement d'accord sur la partie de construire son offre. En fait, d'avoir la vision déjà de où tu veux aller, qu'est-ce que tu sers dans ta vie, mais aussi ce que tu viens de dire, c'est finalement comment de quelle manière j'ai envie d'entreprendre et de construire mon business et mon entreprise. Et du coup, de construire ton offre pour que ça coche un petit peu, tu vois, ces cases-là. Et ça, c'est à la manière dont tu parlais, c'est à la création de ton offre et la manière d'entreprendre. Et justement, j'aimerais bien avoir ton avis sur demain, tu vois, tu dois scaler, avoir une croissance. Qu'est-ce que tu mettrais en place, toi, en termes de système? Quelles sont les premières choses que tu mettrais en place pour justement amener cette offre à croître, mais sans perdre, tu vois, cette vision et cet alignement, Alors, quoi. c'est rigolo parce que c'est un peu le sujet du moment, on va dire, parce que moi, j'ai une croissance qui était très rapide sur mes 4 premières années. Donc, moi, je fais de la presta de service à 100%. Et il y a plusieurs choses. C'est que déjà, moi, ma croissance, je l'ai eue sans prospection. Sans prospection comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire d'envoyer des DM un peu à des inconnus comme ça. Comme tu disais, avec les appels découverts, etc. De closer, de closer vite fait par DM Insta ou de faire des appels découvertes à fond, voilà, des choses comme ça. Moi, c'était vraiment de l'organique et du relationnel beaucoup. Et c'est mes clients qui venaient plutôt me chercher parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui me correspond. Et s'il y en a qui connaissent un petit peu le human design, moi, je suis projecteur. Donc, en fait, mon rôle, un peu, c'est de me rendre visible, de balancer un peu ce que je sais faire, voilà, et ensuite d'attendre qu'on m'invite. Donc en gros, je dois me rendre visible et puis ensuite j'attends. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est un peu ça. Donc encore une fois, c'est une méthode qui me correspond à moi. Et donc j'ai très rapidement atteint, alors pour certains c'est rien du tout, pour d'autres c'est énorme. Moi j'ai très vite atteint les 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc, sur ma première année, j'ai fait les 100 000 € de chiffre d'affaires et c'était génial. J'ai jamais eu envie forcément de faire des millions d'euros.
Bien sûr que 100 000 euros, 200 000 euros, ça me suffit pas. Mais voilà, moi, l'objectif, j'aimerais bien arriver autour des 400, 500 000. Ce serait top sur l'année. Ok. Sauf que je fais de la prestation de service, que j'ai pas envie de gérer une grosse équipe. J'ai eu une grosse équipe, enfin grosse, pour moi déjà trop grosse. Quand je me suis lancée, parce qu'en 6 mois, ça a explosé, j'étais obligée de déléguer, de sous-traiter. Donc j'avais une dizaine de personnes avec lesquelles je travaillais, dont on était 3 à faire des tâches de customer care. Donc je prenais des contrats, mais c'est pas moi qui m'occupais des contrats, c'était d'autres personnes qui faisaient. Ça me convenait pas. Ok. Donc j'ai complètement rechangé ça voilà, au bout d'un an. Et après, forcément, tout le monde te dit « mais fais des formations ». Oui, parce que c'est le modèle qui est facilement scalable, tu vois. Et que, bien sûr, quand on regarde dans le joli monde d'Instagram, ceux qui font le plus d'argent, c'est des personnes qui ont des formations. Parce que c'est le modèle qui est le plus facilement scalable. Moi, j'ai pas du tout envie de me lancer dans des formations. J'ai des petits produits digitaux comme ça, mais c'est vraiment des trucs de kiff que je fais et qui sont des petits produits. C'est pas sur ça que je joue mon chiffre d'affaires. Et c'est vraiment juste pour moi, c'est des offres bonbons, tu vois. C'est des offres qui me font plaisir et je sais qu'elles sont hyper utiles. Mais voilà, c'est pas là-dessus que je me base. Donc pour moi, là, si je veux scaler, ça va plutôt être d'aller finalement améliorer encore plus mon offre, améliorer aussi du coup mon expérience client d'autant plus, et c'est d'aller taper des offres qui seront plus premium. Okay. Moi, ma problématique là que j'ai actuellement, que je suis en train de travailler, c'est que j'ai un peu cette croyance potentiellement fausse, tu vois, de me dire, si je vais taper du high ticket, je vais retomber dans un monde un peu comme celui dans lequel j'étais en étant salariée, où je vais devoir faire attention à tout ce que je dis, où je vais devoir toujours être hyper apprêtée, machin, parce que je vais faire des offres qui vont aller chercher des personnes qui ont plus de budget. Les dirigeants TPE, PME, etc. de start-up, c'est pas du tout ça. C'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Ouais. Donc, c'est la croyance sur laquelle je suis en train de travailler un petit peu en ce moment. Aussi, en allant rencontrer des personnes qui ont le budget d'aller chercher des offres premium et qui sont pour autant pas le PDG que je pouvais avoir quand j'étais chez Dior ou chez Boucheron ou des choses comme ça. Donc, moi, ça va vraiment être ça, c'est d'aller chercher des offres qui sont beaucoup plus complètes, beaucoup plus puissantes. Tu vois, au lieu, par exemple, juste de dire à mon client, je te fais ta stratégie, et puis ensuite, en gros, débrouille-toi. Ça va vraiment être de lui dire, je te fais ta stratégie, je te la mets en place, et puis je vais faire intervenir des personnes qui sont dans mon portefeuille de prestataires, parce que j'ai pas envie de faire une agence pour le moment. Mais voilà, moi, je vais te conseiller ça, ça, ça et ça. Moi, je peux mettre en application, par exemple, toute la partie automatisation pour que tu aies ton expérience client qui soit clé en main. Je te conseille d'améliorer ton copywriting, bim, tu as un copywriter. Je te conseille d'améliorer ton image de marque, tu as quelqu'un qui va faire ta DA. Ouais. Et en fait, que tu aies quelque chose qui soit beaucoup plus poussé et aller chercher une cible qui a plus d'argent, quoi, tout simplement. Ok. Ouais, ce modèle est incroyable et c'est le modèle qu'on a chez Hypergross aussi. Et ça ressemble, mais c'est ça en fait, c'est d'avoir la partie bras droit stratégique et opérationnel. Et en fait, ce que je trouve ça magique, c'est que tu penses la stratégie, mais tu la mets en place aussi. C'est ça. Et autour, tu as un écosystème d'experts qui te permet, toi, du coup, ce sera un peu différent, ce sera plus par des contacts et tout, mais c'est la même logique. Oui, mais c'est la même logique, il y a un écosystème que je peux proposer et puis mettre en application. Je pense que toi, tu as un peu le même profil, dis-moi si je me trompe, mais tu es un peu bonne partout, mais pas experte dans quelque chose précisément, à part peut-être bien sûr l'expérience client, où vraiment, tu es vraiment très, très experte. Mais du coup, ça te permet d'avoir un regard 360 sur le business de la personne. Et ça, mais c'est vrai, mais je trouve que c'est assez dur parce que, comme tu dis, à part vraiment sur la partie stratégie d'expérience et relationnelle, où là, je sais que je suis au top du top, tu vois. Là-dessus, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est... je suis sûre de ça. Je vais toujours conseiller mes clients sur l'acquisition, sur leur communication, sur leur image de marque. Parce qu'en fait, ça fait partie de l'expérience. Donc forcément, ça touche aussi mon expertise. Et par ramification, si moi, j'ai beau mettre
donner des stratégies et essayer de mettre en place une expérience client qui est géniale. Si ton image de marque, elle est horrible et elle met pas du tout en confiance tes clients, si t'arrives, t'as une DA qui ressemble à rien. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu passes devant un restaurant ou une boutique, la devanture, elle est complètement décrépite, la vitrine, elle fait peur, même si dedans, t'as des pépites. Tout est lié, en fait. Les personnes qui te connaissent pas, qui n'ont pas eu de bouche à oreille de recommandations, elles vont passer devant ta boutique, elles vont prendre peur et même pas, elles vont penser à rentrer dedans. C'est ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, tout est lié. Donc, bien sûr que je vais donner des conseils, que je vais donner des guidelines, mais si on veut aller au bout, moi, il faut que je fasse rentrer mes experts, en tout cas les personnes que j'ai dans mon portefeuille, et que je leur dise, voilà comment on peut travailler ensemble. Alors, c'est sûr, bien sûr qu'il y a des pourcentages, voilà, tu vois, il faut quand même... on a des entreprises à faire tourner. Pour l'instant, je me sens pas de monter une agence où j'aurai des personnes en interne. Je dis pas que dans 6 mois, dans 1 an ou plus, ce sera pas le cas. Mais pour l'instant, je préfère déjà tester comme ça et ensuite on verra. Mais c'est bien que tu l'aies identifié parce qu'il y a beaucoup de coachs, de consultants sur le marché. En fait, ils sont hyper capés et limités. Parce qu'une fois que, OK, tu mets le doigt sur le problème, après, comment tu accompagnes ton client jusqu'au bout, tu vois, tu tournes un peu en rond. Donc là, c'est super que je trouve que tu dois constituer à ta manière ton portefeuille de personnes qui t'accompagnent sur c'est toujours leur expertise, quoi. C'est toujours ce truc de la frustration, en fait. Parce que, tu vois, sinon, je donne... la frustration te drive. Moi, c'est la meuf aigrie, tu vois, jusqu'au bout. Mais c'est parce qu'en fait, je me dis, oh là, mais on s'est cassé la tête avec ma cliente. On a passé des heures à brainstormer, à comprendre ce qui était bien pour elle, à comprendre sa cible, à comprendre où est-ce qu'elle veut amener ses clientes, etc. Pour avoir une stratégie qui est géniale. Mais si elle touche pas une bille en automatisation, qu'elle me dit, ah oui, j'ai mon bras droit, elle va faire 2-3 automatisations, mais que, à part automatiser 3 emails, après, elle est perdue. Ça sert à rien. Elle a payé je sais pas combien de milliers d'euros pour avoir une stratégie de folie. Alors elle a des outils d'expérience client super, je lui donne ça, il y a pas de problème, avec grand plaisir. Mais après finalement elle sait pas les lier dans l'écosystème de son business, donc et ça perd tout son sens. Donc c'est sûr que c'est important d'aller jusqu'au bout, même pour moi, pour que mes clientes elles soient contentes et qu'elles aient des vrais résultats, parce que sinon elles ont une super stratégie qu'elles peuvent pas mettre en application, et puis quand je reviens les voir 6 mois après, que je leur dis alors t'as des résultats, ton taux de satisfaction, ton taux d'acquisition, ça en est où, les recommandations, etc. Elle va me dire ça va pas bouger. Donc c'est pas cool pour moi non plus. C'est ça, tu te sens pas satisfaite avec ça. C'est clair. Et je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. En fait, le premier instinct que tu as eu quand je t'ai posé la question de comment tu ferais pour scaler sans perdre ta vision et tout, tu vois, la plupart des gens pensent directement à l'acquisition, avoir encore plus de clients et tout. Et toi, pas du tout. Tu m'as dit, je veux d'abord améliorer ce que j'ai. Et j'ai trouvé ça génial parce que, en fait, pour moi, tu as les deux, bien sûr. Tu as la partie acquisition, le positionnement, comme tu dis, aller chercher des offres et des clients plus premium, et ça, c'est hyper important. Mais les gens, souvent, oublient, même les dirigeants et tout, oublient, en fait, que tu as déjà quelque chose, en fait, sur lequel travailler, améliorer toute l'expérience. Si tu arrives à faire... si les clients te sont fidèles et reviennent, mais là, tu as tout gagné parce qu'à un moment donné, le marché aussi, même s'il peut être grand selon les business, le but, c'est quand même de faire revenir les gens et puis, c'est beaucoup plus rentable. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus rentable. Tu as beaucoup moins de charge mentale, la personne, elle te connaît déjà. Enfin, ça dépend si c'est des produits ou services, encore une fois, mais tout est déjà... Le lien, en tout cas, peu importe si c'est un service ou un produit, est déjà créé, quoi. Oui, donc, mais c'est sûr que pour moi, c'est encore une fois, c'est mon cri de guerre au quotidien. Tu vois. Mais j'ai appuyé sur quelque chose là. Mais oui, mais complètement. Là, ça y est, je suis partie là. Mais c'est que déjà, on sait que si tu dois aller chercher un nouveau client froid, un lead froid, ça va te coûter 7 fois plus cher que si tu vas reconvertir quelqu'un qui a déjà acheté chez toi. Et on a beaucoup de personnes qui disent ok, super, j'ai cette offre là. Elle est pas trop mal, ça marche. Du coup, là, je faisais rentrer 100 clients. Maintenant, je vais en faire rentrer 2000. Alors déjà, il y a des paliers quand même avant. Et puis, c'est que peut-être la structure de ton offre pour 100 clients, elle fonctionne pas pour 500 ou pour 1000 ou pour 2000. Moi, je l'ai vu avec des clients à moi qui ont eu une croissance limite exponentielle. L'offre, elle était géniale. On avait des très beaux taux de satisfaction. Mais par contre, si tu la penses pour 2 fois, 3 fois plus de clients, derrière, ça peut pas suivre. Ou alors, pour que ça suive, le coût, il est tellement important que soit tu dois faire payer ton offre très cher à tes clients et du coup, là, en termes de ratio avec la valeur perçue, c'est pas justifié.
soit toi, derrière, dans ton business, ça va te coûter un bras et en fait, ton offre, elle est plus rentable. Donc, il y a aussi de savoir est-ce que mon offre, elle est en capacité de toujours fournir autant de résultats et de satisfaction si je double, si je triple mes clients. Ça vaut pour des formateurs. Alors, si tu as un produit 100% digital, à la limite, ça passe. Maintenant, tu commences à avoir des masterclass, des coachings, des choses comme ça. Si tu es formateur, ça devient compliqué. Tu gères pas, tu vois, une promo de 30 personnes comme tu gères 1500 personnes. Si tu es coach, si tu es thérapeute, si tu es consultant ou autre, bah, c'est encore pire. Enfin, tu vois, moi, personnellement, souvent, je disais, je parlais pas tant de mes offres et pourquoi je cherchais pas non plus beaucoup de visibilité, parce Tu que pouvais pas en accueillir plus. je peux pas en accueillir plus en fait. Ouais. Donc moi, ça me sert à rien de dire non tout le temps à des clients. Alors oui, je peux les rediriger vers des plus petites offres. Oui, je peux les faire patienter. Mais bon, quand même, c'est pas c'est pas l'idéal, c'est pas l'idéal non plus, surtout si on a quelqu'un qui vient avec quelque chose d'urgent. Donc voilà, c'est vraiment à réfléchir. Et puis on a aussi d'autres personnes qui se disent bon bah là ça marche, j'ai une offre, elle est correcte, j'ai un taux de satisfaction, c'est pas ouf mais ça passe. Du coup, j'ai juste à faire rentrer 10 fois plus de personnes et dans la masse, ça va passer. Alors moi, c'est un truc, ça marche, hein. Il y en a des centaines qui font ça. Mais c'est que aussi, c'est épuisant. C'est épuisant soit pour l'entrepreneur, soit si lui, il se la coule douce et qu'il a une équipe, c'est épuisant pour l'équipe. Pourquoi ? Parce qu'on fait rentrer beaucoup de monde, des personnes qui parfois savent même pas pourquoi elles sont là, parce qu'en fait, elles ont été amenées ici par des tunnels d'acquisition hyper pushy, dans un sens très qualitatif, parce qu'ils amènent à ce qu'on veut, c'est-à-dire à vendre, sur des prospects qui sont froids. Donc le système d'acquisition, il est très bon. Ils arrivent très rapidement à convertir des prospects froids et à appuyer sur des points pour les faire passer à l'action. Mais par contre, une fois que la personne elle est passée à l'action, derrière, hop, elle voit la lumière, elle se dit mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. Le rideau tombe. C'est ça, le rideau tombe. Elle se dit mais en fait j'ai pas besoin de ce truc, ou alors oh mon dieu, en fait je viens de claquer 3000 balles mais j'en ai que 1000 sur mon compte, donc il y a un souci. Donc en fait tu te retrouves à devoir gérer des insatisfactions, des personnes qui savent pas ce qu'elles font là, des personnes qui peuvent plus payer, des personnes qui consomment pas du tout ton programme et après viennent te dire qu'ils ont pas de résultats, mais parce qu'en fait c'est pas les bonnes personnes pour le bon service. Donc avant de se jeter sur il faut faire rentrer beaucoup plus de personnes, je pense qu'il faut d'abord se poser un peu, respirer et essayer de prendre un peu de hauteur. Et c'est vrai que quand nous, on a la tête dans le guidon, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que c'est bien de faire appel à des personnes extérieures et de dire, voilà, ça c'est mon offre, ça c'est mon business, j'ai envie d'arriver là. Comment ? Et de travailler avec des personnes qui sont spécialisées dans l'acquisition, dans l'expérience client. Moi, j'ai toujours été, alors pas un peu tête contre tête avec l'acquisition, mais j'ai toujours été un peu la meuf relou des équipes en mode tranquille, tu vois, les enfants. C'est bien, votre système il est super, là vous avez plein de closers, plein de setters, vous allez faire plein de thunes, c'est super. Mais derrière, qui c'est qui va réparer les pots cassés avec les clients ? En fait, c'est l'équipe d'expérience client. Donc avant, on ralentit un peu, on réfléchit et on trouve en fait un terrain d'entente et une stratégie qui va pas ralentir l'acquisition, mais une stratégie qui va être adaptée de la même manière. Si on a des closers par exemple qui sont hyper pushy dans la manière dont ils vont vendre l'offre et qui vont parfois, je dis pas que c'est de l'arnaque, c'est pas du tout de l'arnaque, mais qui vont ça donne une mauvaise parfois dire ce que la personne en face elle a envie d'entendre. Genre la personne elle va dire moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Oui, mais tu vas trouver de telle manière dans l'offre et que c'est un peu enrobé. Mais la personne quand elle passe dans l'offre et qu'en fait elle a pas ça, elle est pas contente. Donc c'est vraiment moi j'ai toujours travaillé main dans la main du coup avec toutes les équipes d'acquisition pour qu'on soit très raccord sur le discours de vente. Et j'ai vu à chaque fois qu'il y a eu des erreurs, ou pas forcément des erreurs mais un peu de souplesse dans les discours de vente ou des points un peu flous. Parfois c'est même pas volontaire, hein, c'est juste que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas pensé à mettre un petit peu plus la lumière ou venir insister un petit peu plus. Et du coup, c'était un peu flou et donc ça prêtait à interprétation. Et donc, les clients, une fois qu'ils ont acheté et qu'ils rentrent et qu'ils voient que ce que eux ont imaginé et interprété, c'est pas la réalité, ils sont mécontents. Donc, c'est hyper important, la partie expérience prospect et le discours qu'on a dans notre discours de vente, nos pages de vente, nos appels découvertes, d'être hyper carré là-dessus, parce que c'est ce qui va nous permettre derrière d'avoir des clients qui sont là pour les bonnes raisons, tu vois, c'est les bons clients pour ton offre, c'est eux qui vont kiffer, qui vont avoir les meilleurs résultats, qui vont parler de toi et qui vont vraiment devenir des ambassadeurs. Donc voilà, encore une fois, on ne peut pas se concentrer que sur l'expérience client ou que sur l'expérience d'acquisition. C'est vraiment important d'englober tout ça dans une même stratégie, je pense, en tout cas. Bien sûr. C'est ça, c'est de
penser ton offre pour qu'elle puisse scaler et que ce soit Mmh. adapté et aussi en interne de, si besoin, se restructurer, en fait, se Mais oui. poser les bonnes questions. Est-ce que mon équipe est, est-ce que opérationnellement, je Ouais. suis capable d'absorber cette Mmh. croissance-là, que ce soit pour des produits ou des services d'ailleurs, et Oui. est-ce que mon équipe, elle est capable d'absorber cette croissance-là, Bah, tu c'est vois? ça. Ouais. Et il faut bien prévoir et anticiper tout ça et ne pas partir comme ça tête baissée, sur l'acquisition et après tu te retrouves avec toutes ces commandes, tous ces clients C'est et ça. après en interne ça explose. Donc en interne, ton équipe elle est à bout. Mmh. Opérationnellement parlant, enfin c'est le chaos, Mmh. et il y a beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, Ouais. qui entreprennent dans le chaos Oui. et c'est aussi pour ça qu'on est là. Et derrière, comme tu disais, ça renvoie une mauvaise image, de la marque, de l'entreprise et finalement derrière les gens sont pas satisfaits donc en fait, je vois aucun avantage à Oui, non, pas mais bien penser sa c'est croissance sûr. et anticiper et se Mmh. poser ces questions-là en amont de: «Est-ce que j'ai l'offre adaptée?» mais aussi: «Est-ce que je peux absorber Ouais. cette croissance-là Oui, en oui, interne?» quoi. complètement. Bah, Mmh. encore une fois, c'est toujours dans cette vision de prendre l'expérience à 360 et du coup Ouais. de prendre aussi son Aussi expérience l'expérience entrepreneur collaborateur. et collaborateur Oui. et de On voir, l'oublie OK, souvent est-ce celle-là. que parce que souvent, moi, j'ai vu avec des clients: «Non, mais c'est bon, bah, je vais recruter un tel, un tel, un tel, un tel». OK, mais en fait, les personnes, elles rentrent dans l'entreprise dans un moment de rush, dans lequel on n'a pas le temps de C'est s'occuper ça, d'eux de les et si, onboarder, en fait, il y a pas eu en amont des process de Mmh. fait, des onboarding préparés et donc en fait, un parcours collaborateur qui a été pensé, bah, la personne, elle arrive, elle sait pas ce qu'elle doit faire, elle est perdue. En fait, elle peut pas être opérationnelle rapidement, justement pour te sortir de ta période Elle-même de après, elle se sent de frustrée rush aussi, et puis ouais. ça crée des embrouilles de fou, des trucs à rattraper de dingo. Je Je l'ai vois vé quelle oui, oui, non, historique mais je de l'ai vécu, vécu. hein et franchement, c'est hyper dur, c'est hyper dur et puis bien sûr que ça crée alors des fois, on arrive à le faire passer, voilà, inaperçu aux yeux des clients et ça reste un back office et des fois, j'ai eu le cas avec une entreprise qui faisait du produit physique, Mmh. qui a fait un lancement, ça a explosé, mais sauf qu'ils avaient pas du tout le stock et donc ils se sont retrouvés avec des clients qui ont dû attendre, 2-3 mois avant d'avoir, le produit et on leur dit comme excuse entre guillemets: «Bah, soyez compréhensifs, on est une petite entreprise, on fait comme on peut». Mais non, mais en fait, si Vous tu étiez juste pas si préparés, tu que 300 produits, tu en vends 300, tu en vends pas 900. Ou alors tu fais une liste d'attente ou tu fais des tu vois, des précommandes en mettant une date de réapprovisionnement. Enfin, tu fais quelque chose, mais prévois de mettre un stop sur ce que tu as, dans ton garage, tu vois? Sinon et surtout après si tu dis à tes clients: «Oui, mais bon, on est une petite entreprise, donc soyez sympas». Bah, frérot, non, tu vois? Ça marche pas comme ça. Donc voilà, c'est après tu peux très bien jouer sur la rareté, hein, regarde, tu vas chez Hermès, tu vas chez Rolex, ils te disent: «Bah, si tu pas dépensé 200 000 € chez nous, tu pas le droit d'acheter ton sac», tu vois? Ouais. Bah, très bien, mais dans ces cas-là, il faut que ce soit dit en amont et que ça fasse partie du positionnement et que ce soit aussi un de tes arguments marketing. Donc voilà, il faut réfléchir, les choses jusqu'au bout. Après, ça veut pas dire que si on fait ça comme un bourrin, à fond, qu'on fonce, que ça va pas marcher. Mais par contre, en termes d'impact, de stress, de charge mentale, de tension dans les équipes, de difficultés, bah, c'est fois 1000, quoi. Ouais. Et souvent, enfin, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, la principale problématique aussi, des entrepreneurs qui veulent, avoir une belle croissance, c'est, de réussir à se sortir de Mmh. l'opérationnel parce qu'il y a beaucoup de peur derrière et ils ont peur, je pense, de dégrader la qualité aussi de ce Ouais. qu'ils proposent. Toi, du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé chez des clients? Comment tu as géré ça avec eux? Mmh. Et ouais, voilà, si tu as des conseils pour ceux qui nous écoutent, parce que je Oui. pense que tout le monde s'identifiera à cette C'est ça. problématique-là. En fait, c'est vrai que souvent et surtout si, on est coach, on est thérapeute, Ouais. bon, en fait, même pour tout. En fait, Parce que même si tu fais de la oui, prestat de service, même parce que ouais. tu vas te dire: «Bah, moi, je fais la stratégie d'une certaine manière, elle le fera pas comme moi j'ai envie de Et le même faire». pour des produits, parce qu'il y a tout le service autour du Oui, produit, tu vois ce non, que je non, veux mais dire? c'est sûr. En fait, on a Ouais, toujours l'impression qu'on est c'est indispensable ça. et que, on fera nous toujours mieux. Alors déjà, souvent, il y a une erreur, c'est qu'on laisse pas assez de temps aux personnes qu'on fait rentrer dans notre équipe et déjà, très souvent, on prépare pas leur entrée et on attend que dès le premier jour, ils fassent aussi bien que nous ou exactement comme nous, on aurait fait. Ouais. Mais en fait, il faut aussi que tu expliques à la personne et souvent, on a des personnes qui nous disent: «Bon, bah, c'est bon, laisse, je vais le faire». Ben oui, ben du coup, ça sert à rien parce que la personne, elle pourra jamais comprendre, pourquoi est-ce que toi,
tu le fais de cette manière-là ou pourquoi est-ce que toi, tu préfères que ce soit fait de cette manière-là. Pour moi, c'est toujours d'avoir un discours ouvert et de pas soit complètement mettre la personne de côté, soit accuser en mode bah, c'est pas comme ça qu'il faut faire. D'accord, certes, peut-être c'est pas comme ça que toi t'as envie que ce soit fait, et c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire, mais alors explique, et surtout expliquer le pourquoi. On parle toujours dans son business de notre pourquoi, etc., etc. Oui. Mais le pourquoi, il doit pas juste être partagé avec notre audience et avec nous, c'est aussi important de partager avec les collaborateurs où est-ce qu'on a envie d'emmener notre business, et quand il y a quelque chose qui va pas, pourquoi est-ce qu'on a envie de le faire différemment? Parce que peut-être, toi, tu préfères que ce soit fait de telle manière parce que tu trouves que c'est plus impactant sur X ou Y facteur. Mais en fait, juste expliquer ton point de vue et parfois la personne lui laisser l'opportunité de dire ok, je suis désolée, moi je l'ai fait comme ça parce que j'avais en tête deux ou je pensais que le résultat ce serait ça. Et peut-être que en fait, tu vas dire ah ouais, c'est pas bête. Ouais. Ah vas-y, on teste et puis on voit ou on fait un mix des deux. Donc, toujours essayer quand même d'avoir ce dialogue-là. Pour moi, c'est hyper important de garder cette communication ouverte et en fait de poser des questions. Moi, poser des questions, que ce soit avec mes clients, avec mon audience, pour comprendre. En fait, on a besoin de comprendre l'être humain qu'on a en face de nous pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Donc, on a besoin de comprendre notre cible pour réussir à lui vendre comme il faut, mais on a aussi besoin de comprendre notre collaborateur, de dire, OK, pourquoi tu l'as fait comme ça? Et pourquoi moi, est-ce que je te demande de le faire de cette manière-là? Et c'est beaucoup plus sain. Et souvent, c'est vrai qu'on a aussi des personnes qui disent, et ça je le vois beaucoup, notamment avec des formateurs, hein, ah oui, mais bon, si c'est plus moi qui fais les lives, par exemple, Ouais. les clients clients, seront ils vont moins être tristes, ils seront pas satisfaits. satisfaits, puis c'est pas comme moi je le fais. Ok, ça veut pas dire que tu dois disparaître de ton business du jour au lendemain, mais par contre, quand tu es là, ça doit être hyper quali. Et ça doit vraiment être dans ta zone de génie. Et il y a peut-être du coup des interventions que tu peux faire à d'autres personnes pour que quand toi, tu es là, soit beaucoup plus qualitatif. Ouais. Et donc, ça, c'est aussi d'essayer d'avoir que la personne elle ait confiance en toi pour qu'elle ait assez confiance pour t'écouter et te dire ok, on teste. Ouais. Et aussi, pourquoi pas, d'aller discuter avec son audience. C'est aussi intéressant. Ça, attention, hein, parce que des fois, si on a un très fort personal branding et qu'on va discuter avec notre audience, le changement, ça leur fait peur. Donc la première chose qu'ils vont dire, c'est oh là là, non, si c'est plus toi, ça va pas être pareil, etc., etc. Alors qu'en fait, si on change, mais que c'est bien fait, que c'est bien réfléchi dans la stratégie, ça se passe très bien. Il faut juste que ce soit bien dosé, que ce soit pas radical, que ce soit fait de manière progressive et pensé sur les bonnes actions. Par exemple, si toi, ta force, c'est le live, tu sais que tu es hyper forte dans cette thématique de live ou dans la stratégie pour telle ou telle chose, tu restes là-dessus. Moi, par exemple, quand j'avais des personnes dans mon équipe, moi, je savais que j'étais très forte pour la relation client, la stratégie. Donc, je restais là-dessus. J'avais une personne qui venait en soutien sur la stratégie parce qu'on a deux façons de penser différentes. Donc, des fois, elle me disait des trucs, je me disais « Ah ouais, trop bien !» et inversement. Donc, on était hyper complémentaires. Par contre, après, pour toute la partie outils, opérationnels, etc., je sais que moi, je suis une grosse flemmarde. Encore aujourd'hui, je fais zéro... comment on appelle ça là, zéro veille pour savoir quels sont les nouveaux outils de l'expérience client et tout. Voilà, ça me moi je suis Ça tout encore une fois. ah ouais, ça me dresse les poils. Ouais. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai quelqu'un de confiance qui elle adore faire ça et c'est elle en gros qui s'occupe de Délègue voilà cette qui partie-là. qui fait ça pour moi et qui me présente les outils et je me dis ah ouais, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Mais moi je le fais pas et mes clients ils s'en foutent que ce soit pas moi qui le fasse, tu vois. Donc c'est vraiment savoir nos forces et nos faiblesses, mais par contre suivant les offres qu'on a, quand on essaye de prendre la distance avec notre business parce qu'on ne peut plus être partout, voilà, le faire de manière progressive, même pour nous, c'est rassurant, plutôt que d'avoir un gros choc où du jour au lendemain, on s'occupe plus de rien, quoi. Bien sûr. Et tu disais tout à l'heure, c'est hyper intéressant et je suis complètement d'accord avec toi, c'est le fait de partager la vision. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants qui ont du mal en fait à partager parce que tu vois, on a l'habitude finalement de travailler seul ou avec une petite équipe, mais on a l'habitude en fait de réfléchir et on se sent parfois seul peut-être dans la prise de décision, même si on a des pairs avec lesquels échanger et tout. Finalement, tu vois, il y a personne de plus investi que nous dans notre business. Sûr, voilà. Bien sûr. Et le fait de sortir la réflexion, la vision, où on a envie d'amener notre entreprise à notre équipe, je pense que ça, c'est un vrai challenge. Et aussi de le faire petit à petit parce que
je pense, tu vois, que même ça fait du bien aux clients en face d'avoir une nouvelle espèce de fraîcheur, Ah oui, d'autres profils, complètement. d'autres, angles, d'autres manières Mmh. d'aborder les choses et ça, je pense qu'ils adorent. Ouais, Mais c'est sûr, il faut pas que ça se fasse du jour au lendemain parce que ça, je pense que c'est plus pour le service parce que dans l'e-com et tout, le produit bon, après tu peux avoir, un modèle, un founder oui, ou une founder oui, mais modèle, ouais, mais finalement, ce que tu kiffes, c'est le produit c'est et ça. tu t'attaches à la marque, au Ouais. produit, au global. Mais c'est vrai que quand c'est un peu l'extension de toi-même Mmh. ou dans un business de service, c'est intimement plus lié Bah, bien sûr. et du coup, tu vois, de le faire progressivement, qu'il y ait d'autres figures Mmh. emblématiques auxquelles te référer et tout, bah, c'est sûr que c'est important. Enfin, si du jour au lendemain, tu vois toujours la même tech et C'est ça. que d'un coup, on dit: «Bah non, maintenant ça Ben va être oui, tel, non tel mais qui va bien gérer ton sûr, cas». il faut que ce soit Ouais. progressif, mais aussi c'est dans la manière dont tu vas l'emmener. Ah bah, bien sûr. En gros, si Ouais. les personnes, à travers ta communication, là, si je reste un peu sur les infopreneurs, tu pas de faire des stories où tu dis que tu es au bout de ta vie, que, il faut que tu délègues parce que tu arrives plus à gérer, parce qu'il y a C'est trop de ça. choses et cetera et que tu fais rentrer des nouvelles personnes, Mmh. bah, tes clients potentiellement, ils vont dire: «Bon, bah, en fait, la personne en face, elle est à bout de souffle, le dirigeant, il est à bout de souffle» et donc du coup, il Mmh. tu vois, il balance un peu des petits pompiers pour venir éteindre le feu, rapido. Ça peut être, mal perçu Ouais. aussi. Alors que si tu l'amènes et en plus c'est une vérité parce que si tu prends sous cet angle-là, c'est comme tu le disais, je rebondis sur ce que tu as dit, ça apporte de la fraîcheur et ça apporte des compétences qui sont complémentaires. Mmh. Donc dire: «Ben voilà, OK, moi je suis toujours là, peut-être au lieu d'être là 5 fois par mois ou X heures et ben je suis là qu'1 fois, mais voilà. Par contre, bah, il va y avoir 1, 2, 3 personnes en plus qui vont être là et chacune soit avec sa spécialité, Mmh. soit, beh, avec sa façon de faire à elle et donc du coup, ça apporte encore plus de valeur aux personnes. Mais c'est toujours ça, c'est la manière dont on va le présenter. Moi, quand, je présente mes offres, je dis pas: «Ah ben il y a, Maëva qui va faire ça parce que, moi ça me saoule de le faire, j'ai la Mmh. flemme, Mmh mh. j'aime pas faire ça». Mmh. Bah non, bah, c'est juste qu'avec Maëva, tu sais que tu as le top du top et que tu as quelque chose qui va être hyper bien fait et que Ouais. ça va être fait beaucoup plus vite que si c'était moi et Et ouais, que, d'accepter que tu vois? quelqu'un le fasse mieux que toi aussi, je Bah, pense bien que sûr! Ouais, non mais il y après, a tout enfin un en fait, c'est hyper, ouais, mental, ouais. on peut pas être, bon partout. Dans tous les cas, je pense que dans l'entrepreneuriat, en règle générale, c'est un très long chemin de Bien développement sûr. personnel et d'acceptation de, ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Ouais. On se prend plein de claques, en pleine tête et des fois, il y a des trucs, on se dit: «Bah, oui, je sais le faire». Mais Mmh. déjà, est-ce que ça me plaît de le faire? Est-ce que je suis efficace sur ce truc? Moi, bien sûr, il y a plein d'automatisations que je sais faire. Est-ce que j'ai envie de les faire? Pas du Pas tout. forcément, ouais. Non, pas du tout. Mmh Parce que mh, mmh. moi, le truc, il plante une fois, 2 fois, il m'envoie son message avec 12 000 codes dedans où je comprends rien. J'ai envie Ça me d'envoyer fait marrer la leur casquette. l'ordinateur par la fenêtre, tu vois? Je me dis pas: «Oh, Ouais. trop bien, un petit challenge», tu vois? Pas Ouais. du tout. Par contre, j'ai un client, qui râle et qui arrive limite en m'insultant et en me tirant un truc dans la tronche. Je me frotte les mains, je me dis: «Toi, Coco, Je tu vais te vois? faire, changer d'avis, ouais. Je me dis: «Lui, je vais me le faire, mais je vais me le Challenge. faire dans le bon sens, en Ouais. mode tu vas ressortir, tu vas être trop heureux. Tu vas ressortir avec un grand smile, tu es rentré, tu étais aigri, tu avais envie de me taper. Tu vas ressortir, tu vas me faire un câlin», tu vois? Donc Mmh. il faut choisir ses batailles, encore Ouais, une c'est fois, ça. hein. Mmh. Et peut-être pour ceux qui nous écoutent, en termes d'expérience client, avec là, toute la partie on parle beaucoup d'automatisation, mais Ouais. en fait, je trouve que tu as 2 tendances qui se sont hyper opposées. C'est la tendance à l'automatisation, mais Mmh. aussi au lien humain Ouais. et et là, si tu devais donner un peu des exemples concrets de ce que tu as pu mettre en place, un peu des changements radicaux et qui ont Mmh. eu vraiment un impact positif et qui pourraient peut-être inspirer d'autres business, est-ce que tu as 2-3 exemples comme ça Oui. à Alors, c'est donner, vrai que sur, c'est les hyper, challenges là-dessus? Ouais. hyper d'actualité en ce moment parce qu'en plus, on a l'intelligence artificielle qui rentre de plus en Ouais, plus bah dans oui. nos business, dans nos vies, au quotidien. Et on se sent à la fois menacé par, l'intelligence artificielle et parce qu'on se dit: «Ah ben moi j'ai pas envie que, mes clients ils discutent avec un ChatGPT bis», tu vois? Ouais. Et je comprends. Et encore une fois, comme pour tout, c'est une question de dosage. Mmh. C'est bien sûr que l'intelligence artificielle, elle peut être hyper bénéfique pour ton expérience client et même pour créer de la proximité avec ton expérience client, les automatisations aussi. Mais si c'est que ça fonctionne pas. C'est encore une fois, réfléchir, prendre de la hauteur en fonction de chaque client, de chaque offre, de chaque business, de réfléchir à quel moment c'est pertinent d'apporter, cette touche-là ou non. Et notamment sur les automatisations, bah, il y a des trucs tout bêtes, mais alors ça joue beaucoup. Je vais essayer de donner des exemples qui sont à la fois, cool pour l'entrepreneur et à la OK. fois cool pour le client. Ouais. Mais Mmh. souvent, moi, de ce que j'ai vu, il y a quand même des entrepreneurs qui pensent à essayer de faire des automatisations pour le client
qu'en fait, on a tendance à penser qu'il faut faire passer le client en premier, alors que pas du tout. Donc, à la limite, j'arrive dans des business où c'est pas parfait, mais il y a quand même 2-3 choses qui sont mises en place pour le client. Par contre, pour l'entrepreneur derrière, c'est le chaos. C'est le chaos complet. C'est-à-dire que toutes les factures, il faut les faire à la main, tout est rentré à la main dans les fichiers clients, tu sais pas qui est qui, où en est quel projet, où en est quel client. Enfin, c'est une catastrophe. Ouais. Tu t'envoies des questionnaires pour récolter des datas, mais tu sais même pas où sont les datas, tu les utilises jamais. Enfin, et tout ça, c'est horrible. C'est des énormes chantiers. Là, je suis en train d'automatiser tout un process de la création de devis à la commande, en passant par, bien sûr, la facturation et tout, mais c'est énorme. Et je me dis, mais la personne faisait tout ça à la main avant, mais... Et oui, non, mais ça, c'est horrible. Tu perds un temps fou. Ouais. Et puis, encore une fois, finalement, ça joue aussi sur l'expérience client. Parce que si la personne, elle doit te relancer pour dire « Ah, est-ce que tu peux m'envoyer la facture ?» C'est un peu pénible. Alors que si elle le reçoit tout de suite avec un email sympa, encore une fois, tu renvoies une image qui est carrée, qui est pro, et c'est chouette. Donc, vraiment, toute la partie un peu back-office pour les clients. Moi, j'ai eu des clients, par exemple, mes anciens clients, par exemple, pendant 1 an, ils ont le droit à une newsletter dédiée à mes anciens clients où j'apporte beaucoup de valeur, des petits produits gratuits, etc. pendant 1 an. OK ? Mais comment est-ce que tu les enlèves de cette liste email au bout d'1 an ? J'ai une liste, alors de temps en temps, je me mets dessus et puis à la main, je les enlève tous. Mais t'imagines l'angoisse. Alors oui, ils sont contents, il y en a, oui, non, mais il y en a, ça doit faire 18 mois qu'ils sont, ou même 2 ans qu'ils sont dans le truc, ils n'ont pas été enlevés parce qu'ils sont passés à la trappe. Donc voilà, mais c'est horrible. Donc c'est sûr qu'en termes d'automatisation pour l'entrepreneur, c'est magique d'intégrer des automatisations. Pour le client, c'est très bien aussi, ça peut être bien pour... des trucs tout bêtes. Bon, déjà, il y a combien d'entrepreneurs que je vois encore qui n'utilisent pas d'outils de réservation pour des rendez-vous ? Ah oui. Ça, bon, c'est pas possible, quoi. Faut même des CRM. Voilà. En fait, tous outils qui permettent de... C'est ça. Il faut arrêter. De collecter la donnée. Exactement. Mais c'est surtout, même si on va un petit peu plus loin, c'est d'apporter du soutien à ton client quand il en a besoin, sans que tu aies besoin d'être là. Par exemple, j'ai travaillé dernièrement avec une cliente qui accompagne des personnes sur leurs finances plutôt. Okay. Et donc, dans cet accompagnement, il y a une partie de théorie où les personnes doivent faire certains travaux chez eux pour un petit peu faire le diagnostic de leur situation. Et notamment, il y a certains exercices ou en tout cas certaines choses à faire qui sont un peu dures pour les clientes et où ça les renvoie un peu, en fait, finalement, face à ce qui ne va pas et c'est un peu dur. Et du coup, elle n'est pas forcément là au moment où la personne travaille cet exercice-là, parce que tu ne peux pas savoir quand est-ce que ton client le fait. Tandis que si tu mets en place quelque chose avec peut-être un petit chatbot qui est semi-fait avec une intelligence artificielle, qui sait que, tac, au moment où la personne, elle clique sur le truc, ça veut dire qu'elle a commencé à faire l'exercice et que peut-être dans quelques heures ou peut-être le lendemain, elle peut envoyer un petit message en disant un tel, alors est-ce que tu as avancé là-dessus, comment tu te sens ? Et que la personne, elle puisse échanger avec l'intelligence artificielle au bon moment. Et en fait, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle, elle fait le travail. Ça veut juste dire que toi, déjà, tu as préparé un scénario avec un script. L'intelligence artificielle, elle peut déborder un petit peu dans les contraintes que tu lui as données, ou sinon, ça reste très scripté en fonction de ce que toi, tu as choisi. Mais c'est surtout que ça va te permettre, potentiellement, de pouvoir détecter une personne qui est en difficulté. Parce que tu peux, à un moment... le momentum. C'est ça. Et tu peux faire poser une question, OK, comment tu te sens par rapport à ça ? Super à l'aise. C'est hyper compliqué, ça m'a... Tu vois. Et suivant la réponse, toi, entrepreneur ou quelqu'un de ton équipe, tu peux recevoir une petite notification. Si tu as envie d'avoir de la proximité, tu peux très bien... envoyer un petit message à ton client, faire quelque chose, ou alors tu peux dire, OK, quand la personne, elle dit ça, bim, ça déclenche une séquence mail où je vais la rassurer, où je vais apporter de la valeur, vraiment axée sur le besoin qu'elle a eu à ce moment-là. Et en fait, toi, tu n'as pas besoin d'être présente, mais néanmoins, tu as un soutien qui est très fort pour ton client. Donc ça, pour moi, c'est hyper smart de faire ça. Ou des fois, tu as des outils aussi comme Bonjoro qui est très cool, où tu peux avoir un client, quand il arrive à un certain... Par exemple, il achète ton produit, ou au contraire, il a terminé le produit, ou il a cliqué, je sais pas, tu fais un projet, tu as fini le projet, tu envoies le projet à ton client, il y a une vidéo de présentation, hop, tu reçois une notification quand la personne elle a visionné la vidéo de présentation. Et cet outil, Bonjoro, en fait, ça te permet d'envoyer une vidéo spontanée à ton client. Donc, tu reçois une notification, un tel a visionné la présentation du projet, clique ici pour envoyer une vidéo, et tu peux faire une vidéo
là où tu es à l'instant T. Moi, j'adore parce que moi, j'aime bien. C'est une espèce de Biril, Voilà. mais version c'est ça, entreprise. exactement. C'est exactement ça. C'est comme Biril, mais en version pro. Moi, j'adore ça parce que j'aime ce côté spontané avec mes clients. Bon, la dernière fois, j'ai une cliente qui a eu ça. Il était 22h30, j'étais devant Walking Dead sur mon canapé. J'ai envoyé un truc, ouais, trop cool et tout. Alors, comment tu vois, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as des questions? Écris-moi demain si t'as des questions, etc. Et c'est hyper surprenant pour la personne. Encore une fois, elle sent que tu es présente. Donc, il ne faut pas complètement mettre de côté ces automatisations ou ces outils d'intelligence artificielle parce que finalement, ça peut aussi être un levier pour créer de la proximité avec ton client. Mais c'est toujours pareil, il faut bien le faire. C'est ça. Si tu les utilises bien, finalement, ça te permet d'avoir le momentum de la chose et se ça. dire... et oui, parce que sinon, il n'y a rien de pire que de passer à côté d'un client qui est hyper content et qui pourrait te faire des retours de dingue et que tu pourrais ensuite utiliser dans ton marketing. Ou au contraire, de passer à côté d'un client qui est en difficulté et de le laisser, en fait, avec sa difficulté, petit à petit se désengager, voire disparaître. Donc, c'est vraiment important. Moi, c'est aussi une des clés quand je travaille avec mes clients, c'est d'aller récolter les datas, un maximum de data et de savoir capter, en fait, les bons moments. C'est-à-dire, soit quand le client il est hyper content et le faire parler, parce que tu as besoin de faire parler ton client pour ta preuve sociale, pour ton image de marque, pour ton acquisition. Et aussi d'essayer d'être là au bon moment pour capter les moments où ton client, il peut être en difficulté, il peut se poser des questions, il peut se démotiver et surtout ne pas le laisser décrocher, quoi. Du coup, c'est d'utiliser bien ces outils-là pour capter ces momentum-là et aussi de récolter, comme tu disais, les bonnes métriques tout le temps. Et finalement, en fait, du coup, tu es là pour ton client, mais au bon moment. Et toi, ça te dégage aussi plus de temps derrière pour avoir cette capacité. C'est ça, en fait, quelqu'un qui est dans le chaos et qui décroche jamais de son business, il n'a pas cette capacité de réflexion et de prendre de bonnes décisions. Et du coup, ça se répercute négativement sur tout le business, quoi. Ouais. Et peut-être pour finir justement sur une partie dont on n'a pas trop parlé, mais je sais que tu es pas mal sportive et que tu aimes bien tout ce qui est musculation, crossfit, etc. Je voulais aussi peut-être qu'on partage à ceux qui nous écoutent quel impact, toi, ça peut avoir, toute cette sphère-là, sur ton biz, mais aussi dans ta vie perso. Et aussi, surtout, je vais te dire pourquoi ma question, c'est parce que moi, tu vois, par exemple, là, je prépare semi-marathon et en fait, j'étais très fatiguée au début et donc je me disais, mais comment allier le sport et aussi, tu vois, toute cette partie business et comment tu gères justement ton énergie? Donc attends, il y a 2 questions dans ma question du coup. C'est quel impact ça a et comment tu gères ton énergie tu vois, pour tous ceux qui nous écoutent et qui font du sport aussi Alors, déjà, je me fais un disclaimer pour certains, parce que j'ai beaucoup de personnes, des fois, sur les réseaux, des personnes de mon audience, qui me disent « Oh là là, je suis trop admirative, je sais pas comment tu fais, etc. » Déjà, j'ai pas d'enfant. Commencer. Voilà. Ça pose le contexte. J'ai du temps pour moi. Oui, voilà, déjà j'ai plus de temps. J'ai un chien turbulent qui me prend beaucoup de temps et de charge mentale. Voilà. Mais j'ai pas d'enfant. Donc, parce que des fois j'ai des mamans, elles ont 3 enfants, elles sont solo, elles me disent « mais moi j'arrive pas. » Oui, mais bon, tranquille, moi aussi je pense que j'aurais plus de mal. Je ferais peut-être pas 8 heures de sport par semaine. Donc déjà, voilà, déculpabiliser là-dessus quand même. C'est important. Mais après, moi, ça fait vraiment partie de mon équilibre perso. Depuis que je suis toute petite, je fais du sport depuis que j'ai 4 ans. J'ai jamais arrêté. Et c'est aussi pour moi le sport. Alors, c'est très chouette et en même temps très malsain. C'est là où moi, je mets le curseur de ma valeur. C'est-à-dire que si je performe pas au sport, j'ai pas de valeur. Tu vois, moi, si je commence à un sport, il faut que je sois très vite, au moins, dans la région dans laquelle je pratique, dans le top 5, tu vois. Donc, tu as une notion de performance aussi dans le sport. Moi, j'ai une très forte notion de plaisir parce que je vais jamais me forcer à faire un sport, voilà. Mais en même temps, ma notion de plaisir, elle est liée au challenge aussi. Donc, j'ai quand même cette notion de performance qui, pour moi, est importante. Et c'est vrai que que ce soit... tu vois, mon mood, si je fais pas de sport, forcément, je vais moins bien me sentir dans ma tête, je vais perdre en confiance en moi. Si je performe pas au sport, je vais perdre en confiance aussi. Donc forcément, ça a des répercussions dans ma vie perso,
dans mon business. Donc, ça fait vraiment partie de mon équilibre. Donc ça, c'est le côté un peu malsain du truc parce que, voilà, c'est pas non plus hyper foufou. Mais par contre, ça m'a beaucoup aidée dans le business, dans le sens où, dans le sport, je veux dire, tu peux pas arriver à la salle et te dire, bon, ben là, ça y est, je commence, je fais mon premier squat, ben, je veux faire 120 kilos. Ben non, c'est pas possible. Et moi, avant de faire mes meilleurs perfs sur certains mouvements, ben, il y a plein de fois où j'ai pas réussi à finir ma rep, où je me suis retrouvée le cul par terre sous une barre de 100 kilos en plein milieu de la salle, où j'ai crié comme un cochon en plein milieu de la salle pour essayer de remonter ma barre, où je me suis retrouvée à pleurer par terre parce que j'en avais marre, parce que j'ai mal, parce que j'avais pas envie de m'entraîner, que je suis venue quand même, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai passé une mauvaise journée et que j'arrive pas à faire mon truc. Finalement, t'as appris à gérer ta frustration et ta patience aussi. C'est ça, et en fait, de se dire, ça fait partie du process. Et pareil, des fois, t'as une semaine, t'arrives, tu fais tes séries à 110 kilos, t'es une queen, c'est trop génial et tout, puis tu reviens une semaine après, puis t'es à 90, tu comprends pas ce qui se passe. Et en fait, c'est aussi de comprendre que la croissance, elle est pas linéaire. Tu vois, t'as des hauts, des bas. T'es obligé de te prendre des échecs pour y arriver. Bah forcément, je suis pas arrivée au CrossFit et j'ai pas fait un muscle-up la première semaine, tu vois. Ouais, j'ai fait le premier mois. J'ai fait le premier mois, quand même, je tiens à le préciser. Ouais. C'est bon, tu l'as placé. Je l'ai placé. Bon, je me suis blessée au bout de 4 mois de CrossFit et je suis toujours blessée 8 mois après, donc voilà. Donc ce n'est pas une grande fierté. Mais voilà, c'est aussi de voir que la croissance, elle n'est pas linéaire. Tu peux pas progresser de manière linéaire. Tu as besoin d'échecs. Tu as des semaines où ça va être mieux, des semaines où ça va être moins bien. Et en fait, c'est pareil dans ton business. Tu as des mois où ça va être génial, des mois où c'est moins bien. Tu es obligé de te prendre des portes un peu pour voir ce qui va pas, pour progresser. Et puis, c'est de se dire, en fait, OK, l'effort que je fais aujourd'hui, il va pas payer aujourd'hui. Tu vois, toutes les actions que je mets en place dans mon business, elles vont pas payer aujourd'hui, elles vont peut-être même pas payer ce mois-ci. Et surtout quand on se lance, parce que quand on se lance, on fait beaucoup d'actions, et il y a une grande période où on n'a pas de résultats. Et ça vient après un peu en effet boule de neige, mais du coup, la pratique du sport et le fait aussi de me challenger, parce que moi, il y a un truc, alors ça, c'est mon côté pas du tout tolérante et un peu brute de pomme, et alors, je t'en perds quand même. C'est bien de faire du sport pour le plaisir. On n'est pas obligé de faire du sport pour la performance. On peut faire du sport pour... voilà. On n'est pas là pour participer, en fait. On est là pour gagner. Mais moi, si t'arrives à la salle, t'es là avec tes trucs de 500 grammes et t'as pas mal et tu repars et t'as même pas transpiré une goutte. Et voilà. Bon, si t'as des haltères de 500 grammes parce que t'es blessé, parce que tu commences, parce que y a pas de problème. Bien sûr. Maintenant, si t'as des capacités... de ne pas t'améliorer. Voilà, et qu'après, tu vas viens... pas jusqu'au bout. Exactement. Moi, j'ai plein de personnes au sport qui me disent « Oh là là, mais moi, j'y arrive pas. Mais comment tu fais ? Oh là là, mais toi, t'es trop forte. » Non, mais en fait, juste moi, je me mets dans le rouge. Je pense que la douleur, vais jusque là. La douleur fait partie du process. Exactement. Je vais dans la zone où ça fait mal et je vais dans la zone dans laquelle j'ai pas envie d'aller. C'est pas quand je me dis « Ah, ça pique, j'arrête. » Non, c'est en fait quand je peux plus, j'arrête. Et c'est là où je vais progresser. Et donc, voilà, moi, c'est cette partie-là un peu de gens, moi, j'appelle mou du genou. Je suis désolée si vous vous sentez visé. Vous allez pas être cut. Alors, il y a des personnes qui vont se dire, bon, allez, je coupe. Mais oui, c'est de savoir, en fait, aller au-delà des premières petites douleurs, parce que c'est justement après où on va progresser. De savoir qu'il va falloir être patient, mais bien sûr qu'il faut fournir des efforts. Et ça, dans le business, c'est pareil. Il y a trop de personnes qui arrivent qui disent, ah ben maintenant, je fais mon business, je vais faire ça, tu vois, je vais faire une formation, puis ça va rouler tout seul, ou je vais faire un petit produit en passif et ça va faire tout seul. Non, en fait, c'est jamais comme ça. T'es obligé de faire des efforts quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est comme, tu vois, tout à l'heure, tu disais, il faut choisir son combat, mais là, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, et ça peut peut-être servir, c'est que je choisis aussi maintenant ma douleur. Parce que dans tous les cas, dans la vie ou dans le projet que tu vas mener, la douleur fait partie du process. Et du coup, je préfère avoir mal en mode... ça fait très bizarre dit comme ça, mais je préfère avoir mal en sortant de ma zone de confort, en me demandant les moyens, cette douleur-là, plutôt que la douleur d'être frustrée, de regretter, de pas être fière de moi. Et depuis que je l'ai compris, je l'applique à tous les domaines dans ma vie. Et en fait, maintenant, je me sens tellement 10 000 fois plus motivée. Tu vois, c'est fluide, en fait. Et j'ai compris que tu pouvais pas réussir sans... Parce que c'est vrai qu'avant, tout était plus fluide pour moi. Depuis l'entrepreneuriat, c'est plus la même chose. Et c'est normal. Ça chamboule. Parce que tu fais plein de choses ça chamboule. T'as pas l'habitude de faire. C'est ça. T'as plein de choses, de choses à gérer. Mais aussi, je pense que il faut accepter que ça peut être cyclique.
C'est ça. aussi, tu vois. Oui, tu as des paliers forcément. C'est ça, comme et dans peut-être tout. que là, tu t'acceptes que la douleur, elle sera à ce moment-là Ouais. ou pour cette action-là, et puis peut-être qu'après, ce sera sur un autre challenge, que ce soit sportif ou Ouais. business, et de pas avoir tous les projets en même temps. Tu vois, tu Ça. peux pas te dire, bon, bah là, je veux d'un coup être la meilleure au CrossFit, et puis courir un marathon, mon premier marathon, et puis en même temps faire 1 million d'euros, et puis en même temps faire ci, puis en même temps faire ça. C'est compliqué, tu vois, choisis-en peut-être 2, et après, Ouais. voilà. Mais ouais, je pense Yes. que c'est très lié, la pratique du sport et de la performance et la progression qu'on peut avoir au sport Ouais. et comment on le fait en business. OK. Bah, merci beaucoup en tout cas, pour tous tes conseils, à la fois sur l'expérience client et aussi, bah, de tout ce qu'on a parlé sur l'entrepreneuriat. C'était trop, trop Bah, cool. avec plaisir, merci à toi. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux, si jamais on veut te contacter ou échanger avec toi? Instagram, derlab et _customer care. OK, C'est là où je suis le plus présente. parfait. Ouais. Bah, merci beaucoup à toi Mélodie. Merci à toi!